Bonsoir. 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 Donc, nous allons vous lire Maison d'enfance de Véronica Mamardi, qui est dans la salle. J'y vais? Oui, vas-y. Où était la maison de votre enfance? Comment est-ce qu'on y arrivait? Vous souvenez-vous de l'adresse, de la boîte à lettres, du visage du facteur? Qui est à l'intérieur? Est-ce que la porte est fermée à clé? Qui a la clé? L'homme qui ne dit pas non à un verre de Bordeaux. C'était une petite maison dans le quartier des grandes maisons. Vue d'ici, la maison était grande et belle. Mais vue du quartier, c'était une maison pauvre. Une maison toute blanche, le toit en V, et le dessus, c'était comme un chalet. Ici, il y avait la porte d'entrée, la porte de la cave, le rez-de-chaussée. On entrait... Je ne sais plus dans quel sens on entrait. Avec quelle main? On poussait. Quand tu entrais, à droite, il y avait les WC avec une petite fenêtre par laquelle on savait passer, avec des barreaux. Et moi, je savais passer entre deux barreaux. C'était pas une maison très lumineuse. Ici, il y avait le hall. Un vestiaire, une armoire bleue, d'un bleu ciel côte d'Azur. Le sol, c'était du schiste. Des carrelages en schiste en rectangle. Ici, il y avait la cage d'escalier en bois. La cuisine, deux éviers. J'ai une photo avec moi dans un des éviers. On me donne le bain. Ici, c'était le salon. Les meubles, la télé, le bar. Mes parents avaient acheté du mobilier des années 50, en fin tube noir, et des coussins en style peau de mouton, des blancs et des oranges flashy. Et ici, la cheminée en acier. C'était un salon immense, en L. À l'angle du L, il y avait une table de changeur avec un panneau qui pouvait pivoter pour les gens qui changeaient l'argent dans le temps. C'était là que je jouais aux cartes avec mon grand-père. J'ai des ongles de pauvre. Ces ongles-là, je croyais que c'était des ongles de pauvre. C'était inscrit dans mon corps. J'étais pas comme eux. Tout le monde pouvait le voir. Je jouais avec le fils du concierge et avec les autres enfants. J'allais au tétard. J'étais le seul du quartier à faire ça. Avec mon grand-père, on jouait aux cartes, on parlait pas. C'était la maison du mystère, la maison des secrets. Les gens savaient, les voisins savaient, mais on n'en parle pas. Faut sauver la façade. L'amour? Non. Je le sentais pas, je crois pas. À part mon grand-père. Et là, il y avait la table à manger, mais on mangeait pas souvent ensemble. Ici, c'était le jardin. Très arboré, pas très grand. Dans le jardin, il y avait le chêne et un bouleau, mais immense. Des rhododendrons, des lilas, de la pelouse, le sapin et des noisetiers, plein de noisetiers. Et il y avait cet arbre. Et dans l'arbre, j'étais bien, hors d'atteinte, et toujours le chien avec moi. Ici, c'était la chambre de mes parents. Très vite, c'est devenu la chambre de mon père. Ma mère est venue dormir dans la chambre à côté. Et ici, c'était la chambre de ma sœur, la salle de bain. Et là, c'était la chambre de mon frère et moi. Quand mon frère et ma sœur sont partis, j'ai eu les 3 chambres. Et il y avait la chambre d'amis. Mais il n'y avait pas beaucoup d'amis qui venaient.
Et là, il y avait un immense placard. J'ai eu 76 souris. D'abord une noire, une grise, et ils avaient dit que c'était 2 mâles. Et après, j'ai eu 2 noires, 2 grises et une blanche. Et tout ça vivait dans ce placard. Je jouais beaucoup avec des cow-boys et des indiens, avec des petites voitures. Ou alors, j'étais chez les autres. Je me souviens de l'allumeur de réverbère qui venait tous les soirs, qui était un peu bourré. Il avait une sorte de torche comme ça. Je le regardais arriver. Ma mère était alcoolique et je l'ai su tout de suite. Je fouillais la chambre. J'allais casser les bouteilles dans les bois. Je mettais de la peinture blanche sur la bouteille et je savais qu'ils avaient picolé. Ils savaient bien que c'était moi. Qui d'autre? Mais ils n'ont jamais rien dit. Mon grand-père venait tous les jours avec sa coccinelle. C'est une autre époque. À toutes les réceptions, on servait du whisky, des cocktails. Une ambiance très particulière. Dès qu'ils se voyaient, il fallait qu'ils boivent et on devait... Il y avait un monde, tout un monde. Les amis de mes parents. Je finissais la soirée au salon. Quand on voit cette maison, c'est une belle maison. On doit s'imaginer qu'on doit bien y vivre. Mon endroit, c'était le jardin. J'étais dans les arbres. Il y avait tellement de secrets. Sur les photos, ma mère, elle ressemblait à Rita Hayworth, sur les petits films. Puis tu la regardais, elle. Quand je rentrais, c'était d'abord mes chiens. C'est moi qui m'en occupais. Je rentrais pour mes chiens. Un jour, ma mère est venue à ma rencontre. Je l'ai vue arriver de loin dans la rue. Elle voulait m'annoncer la catastrophe elle-même. Mon chien était mort. C'était un beau quartier. Des maisons magnifiques. Tu passes la rue, c'est des belles façades. Mais personne rentre dedans. Et puis, il y a eu cet accident de voiture. Le type, dans son Alpha, il était courtier d'assurance et il est rentré dans un de ses clients. Il était là, complètement saoul, avec sa femme dépressive, et il est rentré dedans sans freiner. On n'a même pas entendu les freins. Il restait rien de la voiture. Le type est sorti pour constater les dégâts. Il s'est pas occupé de sa femme, qui regardait par la vitre complètement prostrée. C'est là que j'ai compris. J'étais en mobilette et j'ai entendu bang! Et c'est là que j'ai compris que c'était cette vie, ce quartier. T'as une histoire. Même si t'as l'air comme ça d'un type au milieu des autres. Et tous les autres aussi, ils en ont une. Même s'ils croient qu'ils n'ont rien de spécial. Tu les croises, y a rien qui paraît. Tu fais des enfants, tu construis ta maison, et tu commences à réaliser que ton histoire, c'est leur histoire aussi. Qu'il faut que tu en fasses quelque chose pour pas répéter. Moi, on m'a pas invitée, et je suis née. J'ai voulu naître à travers tout, et je suis née. J'aurais pu laisser tomber une fausse couche de puce. Je suis sortie, j'ai pris de l'air, j'ai gueulé un bon coup, et je suis là. J'ai regardé autour de moi, et j'ai décidé que pour moi, ça allait être autrement. C'est ce que je crois. Quelqu'un veut dire du tout? Vas-y. Est-ce qu'on chantait dans votre maison d'enfance? Qui chantait? Quoi? Quand? Est-ce qu'il y avait de la musique? Et qu'est-ce qu'on voyait par la fenêtre? Derrière la maison, qu'est-ce qu'il y avait? Le fils du bourgmestre.
Chez nous, c'était une petite maison dans une ruelle qui allait vers le ruisseau, avec un corridor pour aller à l'étable et à la grange. Ma mère n'aurait pas voulu que l'étable donne directement dans la cuisine. Les autres avaient la porte de l'étable qui donnait dans la cuisine, avec les mouches, l'odeur et la chaleur aussi. Ma mère, elle avait connu le charbon à la forge. Elle n'avait jamais eu froid. Ma mère. Le forgeron, mon grand-père, c'était un grand gaillard tout blond, un viking. Mon arrière-grand-père était norvégien, arrivé à Anvers par l'embouchure. Et puis Liège, les forges. Liège, c'était le cœur du monde, bien avant New York. Les fourneaux à 2 cheminées, ça s'appelle des fourneaux belges. Il y en a dans le monde entier. Ça a été le cœur du bazar pendant plus de 400 ans. En 1905, la Belgique produisait plus d'acier fondu que l'Angleterre et la France ensemble. Des bielles, des roues de train, et les Américains importaient. En 2 guerres, ils ont tout pris. Le forgeron, il était sans poils. Il n'avait pas de poils sur la poitrine. C'était des malabars à taper au marteau à longueur de journée, 5 kilos de marteau, avec des bras comme des fesses, et puis ils meurent tous par les jambes. Mauvaise circulation. T'es toute la journée devant le feu avec le courant d'air dans le dos, t'imagines, plein de varices. Donc, dans le fond du jardin, c'est le bois. Et tout ça est à toi. Le bois est à toi, le ruisseau est à toi. La maison, c'est le nid, mais tout se passe autour. On dormait à 3 dans le même lit. Mais mon espace, c'était pas ma chambre. La chambre, c'est pour dormir. Quand tu devais dormir, tu étais tout content de te fourrer dans ton lit parce qu'il faisait froid. Tu te blottissais bien contre ton frère dans le dos. Et tu vivais dans la salle commune. Tu jouais aux cartes, tu caressais le chien. On te laissait tranquille, mais tu n'étais jamais seul. Le père, lui, il était noir et poilu. Il se rasait le samedi quand il sortait du bois. Le matin, le père était parti avant nous. Il partait dans les bois à battre très tôt. Moi, on me réveillait, j'allais chercher les vaches au champ pour que ma mère puisse les traire. Tu vas chercher tes vaches, tu cours après, tu sors ton canif, il y a une belle branche de coudrier, tu la coupes avec ton canif et tu t'en fais un bâton pour diriger les vaches. Au printemps, tu fais des sifflets ou des appos pour les canards. Tu reviens dans la margalette avec des framboises, des fraises des bois et parfois des violettes. Et puis tu cours à l'église, préparer les sièges, les burettes, du vin dans le vin, de l'eau dans l'eau. Tu avais déjà été courir dans les champs, une demi-heure de messe, tu revenir te laver un petit peu, et puis l'école avec une pomme dans le sac. Mon père, il n'a jamais levé la main sur nous. Ma mère, elle avait des colères épiques. Quand les femmes crient, c'est qu'elles ont peur. Mon père n'avait pas besoin de crier. La punition, c'était « tu feras le tas de bois tout seul ». Ou bien « tu iras à la pêche dimanche, tu prépares les tartes avec la mère ». Des bêtises, on en a fait. Alors un jour, il y a 2 gendarmes qui s'amènent à la maison, mais des beaux. Ils étaient plus à cheval, ils venaient déjà en jeep, c'était des modernes. Ils mesuraient au moins 1,80 m à l'époque. Maintenant, on a rabaissé la taille des gendarmes à 1,72 m. Alors, ils s'arrêtent chez le père. « Tiens, on voudrait interroger vos enfants parce que... » Cette fois-là, c'était pas moi, c'était mon frère. Mais ça, mon père ne demandait pas. Il demandait si c'était moi. « Réponds un peu par oui ou par non. »« Non, papa, j'ai pas touché au bazar. » On avait appris à répondre franc, oui ou non. Mais il y avait une 3e option, c'était ne rien dire du tout. Ça, on savait faire et mon père comprenait bien. Des têtes de mule qu'on était. Et puis le gendarme commence à me secouer, à me tirer par les oreilles. Mon père dit « Oh là, ça ne va pas. » Alors le gendarme commence à discuter. « Ça, le gamin, il mérite une bonne fessée. » Alors mon père dit « Écoutez, monsieur le gendarme, l'officier d'état civil, ici, c'est moi. » Et oui, c'était le bourgmestre. Alors on recommence par le début. D'abord, vous sortez dans la cour, puis vous revenez. Vous commencez par saluer votre officier, et toi tu vois les gendarmes retourner dans la cour et revenir tout raide. Alors mon père dit, maintenant on peut discuter tranquillement. Mettez-vous autour de la table, prenez un petit café. Et tout ça se discutait autour de la table.
Si tu pouvais pas le dire autour de la grande table, fallait se taire. Quand le curé venait, dites, monsieur le bourgmestre, en fait, je voudrais vous voir votre cas de yeux. Eh bien, mon père disait, monsieur le curé, si vous ne pouvez pas le dire devant les enfants, c'est pas la peine de le dire. À la table commune, il y a le garde champêtre qui raconte ses histoires incroyables. Il y a le secrétaire communal qui prépare, c'est ça, qui vient cuire son soret et qui vient le manger, là, à midi. Alors, le hareng, il le mettait avec le papier dans le poêle, et puis il le sortait, il tirait le papier, et hop, le soret était déshabillé. Une fois sur deux, il était sous. Trop jeune, engagé à la guerre, il avait 18 ans. Quand il avait un verre de trop, il se mettait à pleurer. Toi, t'es un gamin, et tu vois un homme comme ça qui se met à pleurer. Lui, il s'était dit, moi, tirer, pas question. Jusqu'au jour où le type qui est à côté de lui se prend une balle en plein front. Après, il s'est mis à tirer sur n'importe quoi. Mission dangereuse, n'importe quoi, il était volontaire. Et de temps en temps, ça lui remontait, quand il avait bu une goutte de trop. La table, c'est tout ça. C'est l'accouchement, c'est le repas, c'est le cercueil aussi, sur la table, en plein milieu du bazar. Le mort, il est chez lui, hein. C'est là que tu règles toutes tes affaires. C'est là que tu écoutes les histoires des grands. Tu rêves. Rêver, c'est commencer à se penser soi-même. Non? Quand on était assis sur notre petit passet à réalimenter le feu sous le chaudron à lessive, ce n'était pas rien faire. C'était réorganiser toute notre petite affaire à l'intérieur, bien tranquillement. Où est la table de votre maison d'enfance? Qui s'y assied? Pourquoi faire? Est-ce qu'il y avait des places précises à l'heure des repas? Vous souvenez-vous de l'odeur à la cuisine? Et des bruits le soir quand vous étiez au lit? Y avait-il une veilleuse dans votre chambre? La fille du Far West Brabançon. Mes parents ont acheté la lune. Le terrain, c'était rien que des cailloux et du sable. Une carrière, quelques vieux arbres, et le reste, c'était des cailloux. Ils ont pioché et puis planté. Les arbres ont toujours eu ma taille. La végétation a poussé en même temps que moi. Des sentiers, des buissons, des terrasses, des arbres à flanc de mur, et tant pis si c'est dangereux. Ils ont fait un jardin à la Kipling dans un village du Brabant wallon. J'ai encore des photos avec mes grands-parents qui piochent, des heures dans les cailloux. Ils avaient un petit bulldozer, ils ont fait des murets, des terrasses. La première année, ils ont planté plein de sapins et les lapins ont tout dévoré. L'année d'après, c'était une année de sécheresse, tout est mort. La troisième fois, ça a marché. Et il y a des sapins, des bouleaux. Les arbres ont toujours eu ma taille. Quand j'étais minuscule, les arbres aussi. Et la végétation a envahi l'endroit. C'est le projet d'une vie. Avant de déménager, ils avaient habité dans un petit appartement et ils avaient des voisins directs. Ils en avaient souffert, alors ils ont fait leur brousse. La place de la clé, c'est sur la porte, à l'extérieur. Si quelqu'un arrive, le chien le sent. La sonnette, elle n'a jamais fonctionné. La seule personne qui ait jamais eu envie de sonner, c'était une voisine, la commère du village. Un jour, elle a sonné. Elle a pris une décharge électrique. La fois d'après, elle est passée par le jardin et elle s'est fait agripper par le rosier. Elle n'est jamais revenue. C'est une maison en grosse pierre de France et du bois avec une toiture inclinée. Une maison biscornue, mais ça, j'en savais rien. C'était ma maison. C'est les autres qui étaient bizarres. Devant la porte d'entrée, il y a une sorte de perron. Ça a l'air simple comme ça, mais on entre de partout. Il y a un hall,
une porte vers le salon, la salle à manger, avec une ouverture là, une espèce de grand passe-plat vers la cuisine. À la cuisine, il y a une immense fenêtre qui donne sur une sorte de cour, comme un patio, avec un balcon et des petits escaliers qui aboutissent à un petit chemin de pierre avec une première terrasse ici. La salle à manger est répartie en plusieurs niveaux avec un feu ouvert. Par terre, c'est de la mosaïque. Mes parents ont été les premiers à importer de la mosaïque de verre, il y en avait partout. À l'étage, on arrive sur un petit hall, il y a une espèce de bibliothèque. Oh, tout est une espèce de... Cette maison, c'était vraiment quelque chose. Pas de porte, pas de cloison. On monte, il y a la chambre de mes parents, leur liron. Se dire qu'on a été conçu dans un liron, c'est quelque chose, non? Quand ils ont commencé le chantier, ils ont mis un cylindre en plomb dans les fondations. Et dans ce cylindre, un papier avec le nom de la maison, un nom indien qui veut dire univers. Par la fenêtre de la salle de bain, on arrive sur le toit. J'adorais aller sur le toit. De là-haut, on voyait cet immense jardin, tous les sentiers, les murets, les petits coins. Au sud, une énorme baie vitrée, 2 marches, un petit couloir avec une rambarde qui protège les escaliers, et au-dessus de l'escalier, c'est ma chambre. Il y a des arbres à flanc de façade. Devant ma chambre, un énorme cèdre du Liban. Il y a un lierre gigantesque, un petit lierre que mes parents ont reçu pour leur mariage et qui englobe toute une partie de la façade. Cette maison, c'est comme un organisme vivant. Les pièces se multiplient, la nature l'enveloppe et elle grandit en même temps. Dehors, on était tranquille. On pouvait se cacher dans le jardin. Et là, il fallait y aller pour nous trouver. Ils avaient beau tout connaître, mètre carré par mètre carré, on le connaissait encore mieux, chaque branche, chaque terrier. Parfois, ma sœur me bandait les yeux. Elle me disait « Abaisse-toi, même s'il n'y avait pas d'obstacle. » Et elle me faisait toucher des petites cabanes en brindilles. Elle me racontait la vie des personnages qui habitaient dedans. Elle me faisait passer dans une autre dimension. On avait une vie secrète. Ils ne pouvaient pas tout savoir, c'était des tout petits sentiers, un territoire immense. Un jour, ma sœur m'a fait croire qu'elle avait fabriqué une poudre qui rendait invisible. Elle me saupoudre et on te voit plus, on voit plus que tes vêtements. C'est dommage, enlève tes vêtements et on te verra plus du tout. Et bon, j'enlève tout et mon père était avec un client dans la maison et ma sœur me dit « Va balancer une chaussure devant la tête de ce monsieur, ce sera drôle, il verra que la chaussure. » Alors moi, toute nue, j'ai pris une chaussure, j'ai été la balancer devant la tête de ce client et j'ai entendu, enfin je me suis rendu compte, j'étais pas du tout invisible. La nuit, j'avais pas peur de la nature. J'avais peur qu'il y ait quelqu'un, à cause du bois d'à côté, où il y avait des gens spéciaux qui coupaient les queues des chats, qui les clouaient aux arbres, et puis on avait retrouvé des trucs en cercle, des trucs pas nets. On trouvait des signes et on trouvait pas les gens. Juste le garde-chasse, mais lui, il était fou, il se croyait au Far West. Et mon père, c'est malin, il nous disait « Si vous êtes passage, le garde-chasse va venir vous prendre. » C'est pas la nature qui fait peur. C'est surtout qu'il y a des fous. Et puis, il y avait le monde de ma grand-mère dans la cuisine. Le rituel du linge. Quand ma grand-mère pliait tout son linge, 2 grands prenaient les draps et je me mettais au centre. Comme tout le monde, non? Et le 4 heures, les gaufres, les tartes au sucre. Elle faisait le pain, les pâtisseries. Les goûters de ma grand-mère avec les tartes. L'odeur de la maison était très forte, un mélange de bois et des odeurs de pain. Des énormes tartines de pain complet, des tranches comme ça. Et moi, je rêvais d'une petite tranche de pain blanc ou d'un chacha. Il y avait le jour du pain, les pâtisseries. L'odeur de la maison, c'était une odeur de bois. Et puis, l'odeur de la famille. Chaque famille a son odeur.
soin de la maison. Est-ce que la maison avait un nom? Lequel? Quand vous dites « je voudrais rentrer à la maison », à quelle maison pensez-vous? La femme qui est revenue. C'est une maison ouvrière en façade, et au fond du jardin, c'est presque la ferme. Dans le couloir, il y avait toutes les mallettes d'ouvriers alignées, et chez eux, tout le monde travaillait aux forges. Il y a encore 20 ans, la rue de la Déportation était noire de monde, quand les pauses changeaient. Il y avait des trains tout le temps, il y avait un train tous les quarts d'heure. Et quand l'activité a repris, ça a été très étrange. Le haut fourneau ne s'est pas rallumé, personne n'a rien dit, comme si on était fatigué, comme s'il n'y croyait plus. Le haut fourneau, c'est le ciel qui devenait orange en pleine nuit. On ne connaissait pas le ciel noir par ici. À la première grève, quand le haut fourneau s'est arrêté, c'était bizarre, ce ciel tout noir la nuit. Et cette fois-là, quand ils ont recommencé, tout le monde disait « Regarde, regarde !» Le ciel était de nouveau orange. La porte d'entrée était toujours ouverte de 6h du matin à 11h du soir et tout le monde pouvait rentrer. J'ai jamais vu cette maison calme. Le dimanche, ils sortaient les chaises dans la rue et ils papotaient. Nos parents travaillaient en usine. Ils faisaient des pauses de 4h à midi ou de midi à 10h. Et c'est notre tante qui nous a élevés. Maman nous a portés chez elle dans une couverture à 4h du matin. J'allais à l'école juste en face. L'après-midi, on rentrait chez ma tante et ma horde de cousins et de cousines nous aidait à faire nos devoirs. Ils s'engueulaient au-dessus de nos têtes. Ils voulaient absolument qu'on ne finisse pas derrière une machine. Les filles s'occupaient de la maison, les garçons s'occupaient du jardin. Les petits pois, les tomates, les prunes, tout ça après l'usine. Mais en Sicile, on est dehors toute la journée. Donc ils avaient besoin de sortir. Il y avait le jardin, et derrière le jardin, il y avait encore un pré, et tout venait du jardin, même la viande. Au magasin, on allait juste pour acheter le pudding et les pâtes. On s'asseyait au jardin pour nettoyer les oignons, on était tout le temps dans le jardin. T'imagines ces hommes qui arrivent du soleil, de la chaleur, et puis ils se retrouvaient dans l'usine, ou même pire, à la mine, dans le noir, toute la journée. Et notre tante, le samedi, quand les pâtes étaient prêtes, et les aubergines, parce qu'on mangeait pas de la viande tous les jours, hein, alors c'était des aubergines, panées, frites, et ma tante criait « La pasta incolata !» Les pâtes sont dans l'eau. On avait juste le temps de finir de jouer et remonter jusqu'à la maison. Et on avait une table énorme avec 13 assiettes. Et ma tante mangeait sur un coin de la table ou sur un petit escalier parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et les patates, elle les mettait dans la sauce parce que la sauce à la viande, c'était le dimanche. Et on mangeait tous ensemble. Le soir, on mangeait du pain, de la charcuterie, du fromage. Mais c'était différent parce que les garçons sortaient, alors on se retrouvait avec ma soeur, ma tante, ma cousine, juste les filles. Et ils faisaient le fromage, il y avait des chèvres, des brebis. Avant d'aller traire, il fallait charger le poêle, le charbon était à la cave dans des grands trucs en alu. Au premier palier, il y avait 2 chambres, la chambre de pièces en enfilade, la chambre des filles, et au 2e palier, la chambre de Zio et Zia. Ouais. Et la chambre des garçons. Moi, j'adorais la chambre de ma tante. Parce que le dimanche, je mettais ses bijoux et je me baladais. Maman a décidé d'enlever sa vie comme on enlève une robe. Cette vie-là, elle voulait plus la porter, et donc elle l'a enlevée. Elle aurait très bien pu rester avec son mari et se ramasser des coups, mais elle a décidé de partir. Maintenant, elle n'est plus en usine, elle vend des pralines. Elle voit autre chose que des cheminées. Elle prend le train tous les matins à 8h, elle revient le soir à 8h. Je me demande quand elle arrêtera de travailler. Elle a commencé à travailler en usine à 14 ans, dans les moteurs. Elle n'est toujours pas propriétaire. Elle a joué le rôle du papa, le rôle de la maman. Nous, on voyait sa vie, ses peines de cœur, on a appris ça aussi. C'était dur de suivre maman parce qu'il fallait quitter cette vie-là pour aller vivre dans une cité en métal et en plastique. Les gens qui vivent là veulent partir à tout prix. Là-bas, les gens tombent malades. C'est des appartements magnifiques, sans aération, ils ont oublié. L'hiver, il faisait glacial dans les chambres, les rideaux collés aux fenêtres. Et l'été, il faisait si chaud
qu'il fallait étudier la nuit. L'égalité des chances, ça commence dans les murs de la maison. Là-bas, il y a une concentration de bactéries si dangereuses qu'il faudrait évacuer. Des mamans disent, si mon enfant est malade, je le mets à l'école parce que s'il reste ici, il sera encore plus malade. Les gens n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils sont sales, que c'est la faute des étrangers. Quand mon cousin est décédé, ma tante est tombée gravement malade, et puis elle est morte aussi. Elle espérait toujours voir arriver son fils. Elle restait à regarder le couloir pour voir s'il reviendrait. Elle a toujours cru qu'on lui avait tué son fils. On l'avait poignardé, que tout le monde lui mentait. Il avait lutté pour les forges, elle savait que des gens lui en voulaient. Elle n'a jamais compris que c'était un accident. Et la maison a commencé à s'écrouler sur le dos de notre oncle. Maintenant, elle est vide. Cette maison tellement remplie pendant toute une vie. Avec la fin des forges, toute la région va changer. Ils vont construire un port multimodal, une nouvelle route. Il y a d'autres gens qui viennent habiter la rue. Bientôt, la rue ne ressemblera plus du tout à celle que j'ai connue. Notre grand-père a été le premier de ses frères à venir en Belgique pour les mines. Et puis ses frères sont arrivés pour les forges. Ils se sont regroupés pour reformer le clan. Moi, je suis revenue dans la rue, par choix. Mes enfants vont grandir dans la rue de mon enfance. Quand je regarde la rue, les souvenirs me reviennent, les bons, les mauvais. Eux, ils vivront autre chose, au même endroit. Est-ce qu'il y avait des pièces interdites dans votre maison d'enfance? Une cave, un grenier? Des rituels? Des habitudes? Est-ce que vous aviez un coin secret? Un endroit où vous vous cachez pour réfléchir? La châtelaine. Notre maison d'enfance, c'était un château. C'est vrai. C'était pas drôle de vivre dans un château. C'est impossible à chauffer. Ces grandes pièces, on a tout le temps froid. On avait un chauffeur qui venait nous chercher à la sortie de l'école, avec sa casquette. On le suppliait de l'enlever quand on arrivait près de l'école, tellement on était gênés. C'était vraiment deux mondes. Un jour, ma sœur, une fille, lui a demandé si quand elle rentrait à la maison, elle mettait une couronne sur sa tête. On peut arriver par le parc, une grille et un chemin en gros pavé. Et là, tu la vois. Une belle grosse porte et des grandes clés, une grosse serrure. Mais on entrait par l'arrière. L'entrée du parc, c'est pour les invités. Sur la droite, il y a une énorme cuisine. Avec une grande cuisinière au chaudron. Elle chauffe tout le temps. Le genre de cuisinière où il y a toujours de l'eau prête pour le café. D'abord, il y a le hall, avec tous les portraits des ancêtres, et les salons. Toutes les grandes fenêtres sur la façade, c'était les salons. 3 salons en enfilade, avec des grandes cheminées. Le petit salon, le salon du milieu, et le salon Empire. Et une petite pièce qui s'appelait le bureau flamand. C'était le bureau de notre grand-mère. C'est elle qui gérait tout le patrimoine, toute la propriété, tout. C'était un matriarcat chez nous. Il y avait 2 escaliers. Un escalier de service et le grand escalier. Nous, on montait avec l'escalier de service, qui était recouvert de pallatomes, protégé par des lattes en fer. Toutes ces filles descendaient et montaient toujours les marches en courant. Alors quand on appelait pour manger, toutes les filles descendaient en même temps, ça faisait un chahut. Ma grand-mère était furieuse. Au bout de l'escalier, il y avait un couloir assez sombre, avec des petites lumières sur le côté, mais elle ne voulait pas mettre d'ampoule de plus de 40 watts. Et le plancher était un peu de travers, donc les meubles étaient un peu de travers. Et je devais passer par ce grand couloir. Et au bout... Boum. Ah. Et au bout, le couloir, il tourne, avec des grandes fenêtres. Et alors là,
Il faisait un peu plus clair. Des hautes fenêtres comme ça, qui donnent sur la cour. Et là, il y avait ma chambre. Le soir, quand j'avais peur, quand je devais traverser tout le château, pour pas devoir tout traverser dans le noir, je me cachais sous la table de la cuisine. Et on m'oubliait. Dans ma chambre, j'avais tellement peur que je gardais les yeux grands ouverts jusqu'à ce que je sois assommée par le sommeil. Notre mère était souvent partie. Et je l'attendais. Je refaisais le chemin en pensée avec elle. Maintenant, elle est entrée dans le parc. Elle passe la grille, elle monte le chemin, devant les serres, un arbre, 2, 3. Elle passe devant le potager, contourne la pelouse. Je vais voir ses phares, je vais entendre la voiture. Et puis ça se passait pas. Alors je recommençais. L'entrée du parc, la grille. Elle monte le chemin, les serres, les arbres, 2, 3, le potager, la pelouse, je vais voir ses phares. L'entrée, la grille, le chemin, 2, 3, la pelouse, les phares, l'entrée du parc, la grille, le chemin. Ma chambre était immense. Des plafonds hauts, il faisait si froid l'hiver. Maman passait son temps à remonter le thermostat et ma grand-mère le redescendait. Dans chaque chambre, il y avait une grande cheminée et un grand miroir sur la cheminée. Je m'étais donné beaucoup de mal à rendre ça plus intime. J'entassais plein de choses, des petites lumières. Au grenier, j'ai trouvé un violon, une petite tête d'enfant en plâtre, une vieille chaise de jardin en osier, un petit chariot en bois avec des roues en fer. J'avais tout aménagé. C'était mon petit refuge. Ma mère était beaucoup dans sa chambre aussi, parce que dès qu'elle allait en bas, il y avait la grand-mère. La grand-mère. Et on vivait toutes dans la chambre de maman. Elle avait une grande table, elle faisait de la couture, les robes de ses filles. On était là, debout, toutes les filles autour de la table, et puis on essayait ces robes, et on parlait pendant des heures et des heures, on riait de tout et de rien. On était un petit clan, et on se tenait contre la grand-mère. On était fortes parce qu'on était ensemble, une bande de femmes. Notre père arrivait toujours en retard pour le repas. Le soir, quand j'avais 17 ans, mon rituel, c'était d'aller fumer une cigarette à ma fenêtre. Je voyais le potager, qui était entouré d'un grand mur en briques rouges, et je voyais les serres, la cour. J'imaginais ce que je ferais, voyager, construire mon nid à moi, avoir une famille. Encore maintenant, tous les soirs, avant de m'endormir, il faut que je fume ma cigarette à ma fenêtre, même s'il est 3 heures du matin, même s'il pleut. Je me mets à la fenêtre, je me mets comme ça. Je regarde et je fais le bilan. Ou bien je refais le monde à ma fenêtre. C'est drôle, je raconte ça, et je me rends compte que maintenant, j'ai la vie dont je rêvais dans ma chambre quand je fumais ma cigarette à la fenêtre. Le nomade. Il y avait des moutons, tout le bétail, le cheptel de vaches et tout ça. Et petit à petit, avec la sécheresse, on perd le bétail et on habite le village. C'est la sécheresse répétitive. Et en plus, les parents voulaient que les enfants fassent des études. C'était le temps des colonies. Pendant l'été, ils montent sur les hauts plateaux, comme ça il fait moins chaud. Et l'hiver, ils descendent au début du Sahara, ils voient là où la pluie est tombée,
Ils envoient des gens à cheval pour voir où les plantes ont poussé, où il y a de la nourriture pour le bétail. Parfois, quelqu'un dit « il n'y a plus rien pour le bétail, on doit partir ». Et ils s'en vont. Ils pensent tout pour le bétail. Ils partent très tôt le matin. D'abord, ils boivent un peu de thé et ils amènent tous les chameaux. Tout le monde marche, les femmes sur leur chameau, à l'ombre, dans un petit truc couvert comme ça. Chaque femme a son chameau précis et elle prend 1 ou 2 enfants trop petits avec elle. Et il y a des chevaux, il y a des ânes, ça fait plein de bruit. Et avant d'installer le campement, ils regardent l'endroit. Il faut le mettre sur une hauteur à cause des inondations. Ils savent si l'eau va venir par là ou par là, alors ils s'installent. T'as le frère là-bas, et t'as les enfants, plus indépendants, plus loin, mais ils sont tous à côté les uns des autres. La première chose qu'on fait, dès qu'on arrive, c'est installer une petite tente pour que les enfants soient à l'ombre. Et il y en a qui s'occupent de faire le thé, et il y en a qui montent des tentes, et il y en a qui s'occupent des chameaux. La tente de la grand-mère, elle est grande. Il y a un cheval devant, qui est bien nourri. Tu reconnais les tentes des riches. Il y a une tente qui n'est pas déchirée, qui est grande. Il y a plein de choses dedans. Dans la famille, c'est la grand-mère qui décide. C'est elle qui décide tout dans le ménage. Parfois, elle bloque aussi. Faut pas vendre cette chèvre. Il y a les chèvres qui rentrent partout. Le mouton est là-bas, tout est en mouvement. Les chameaux qui se lèvent avec le soleil, qui veulent partir. C'est tout un chahut, tu peux imaginer. Quand on attache les brebis pour les traire, et puis on fait le fromage avec le lait. 2 sortes de fromage. Et puis ils font le beurre. Et puis un beurre spécial qu'il faut cuire. Tout le monde travaille, personne n'est au repos. Le matin, tous les enfants prennent les ânes et ils vont chercher l'eau. Ils prennent des outres en cuir et ils s'en vont au point d'eau. C'est là que ça se passe. Le garçon dit « J'ai vu une fille au point d'eau, elle s'appelle je sais pas comment ». C'est un peu le dancing. Après, elle change de tribu, elle s'installe chez lui. Elle revient quand elle a envie. Ils sont obligés, parfois le mari l'amène, parfois ils sont loin de leur tribu, mais ils viennent. La tente est faite en laine de mouton. Les femmes font des petites banderoles de 6 mètres et chaque année, ils renouvellent une partie et ils enlèvent le mauvais. C'est un travail de garder la laine, de filer, de tisser. C'est au printemps. Il faut tondre les moutons, une partie de la laine au marché, une partie pour les tentes. Tous les 15 jours, les mois, on va en ville acheter le sucre, le thé. Ils cultivent aussi. Quand la pluie tombe, les hommes prennent la nourriture et partent cultiver. Ils connaissent le moment où l'eau tombe. Parfois c'est avantageux, parfois pas. Si la pluie tombe en septembre, c'est bien. La tente est partagée en 2, avec les bagages, la nourriture. Ici c'est le côté salon, ça c'est cuisine. Ici, devant, ils font la cuisine, ils font 2 feux, et tout le monde se met devant. Par terre, on met des tapis en alpha, ils font le pain. Le salon est décoré avec des tapis rouges ou en laine. Il y a des pots de chèvre qu'on ouvre un peu pour que l'air rentre. Les femmes, elles sont là, et les hommes, ils sont là, à boire le thé. Et le soir, il y en a qui dorment là, et puis il y en a qui dorment là. Et il y a des tentes à part pour les jeunes couples. Le matin, il gèle. Et puis c'est fini. Le soleil est là. Celui qui prie connaît l'horaire. C'est lui qui décide de prier. Quand c'est l'heure, il va prier dans son coin. Vers 1h, il regarde l'ombre, il voit sa silhouette, il dit « c'est l'heure où je vais faire ça », et il le fait. Chez les nomades, il n'y avait pas d'interdit. Quand tu viens dans la ville, tu es coincé, tu ne peux pas traverser. Tandis que là, tu peux courir, gauche, droite, personne ne te dit rien. L'école, c'était l'école. On devait être discipliné, il fallait tout apprendre en répétant, la méthode perroquet. On était pressé par ce français, on n'osait rien dire. Il faut toujours dire oui. Et si tu viens en retard, c'est la catastrophe. Ils savaient tout et on était des biesses. On n'apprenait pas l'arabe, on apprenait la géographie française. On apprenait Victor Hugo ou l'autre Albert Camus, les Gaulois. Maintenant, l'instituteur accompagne le campement. Les nomades s'organisent, ils achètent le matériel, les charrettes, les citernes d'eau. Ils résistent, là-bas, encore. Mais la sécheresse continue. Je me souviens de l'herbe haute comme ça, dans la montagne. Tu vois tous ces animaux qui sont là à souffrir, mais au moins ils sont là.
La nuit, quand il fait beau, les enfants sortent tous au milieu du Douar et ils chantent entre eux. Les chansons, on les invente suivant la situation. Ils racontent sur eux-mêmes, sur un type, sur une fille. Ils inventent et tout ça. C'est là aussi qu'ils peuvent se regarder. Après, la télévision est arrivée. Il y avait une publicité qui disait qu'en Europe, on gagnait bien, que c'était la belle vie. Je connaissais pas la Belgique. J'avais une amie qui avait une adresse dans le 11e, et je suis arrivée, et j'ai vu, ils étaient 5 dans une petite chambre, et il me dit, bon, tu veux travailler ici? Et quelqu'un a dit, moi, je vais au nord, il y a des mines. J'ai dit, ah non, je vais pas aux mines. À la gare, il me dit, tu vas où? Il m'a envoyé au restaurant chez un Tunisien. Il m'a dit, si vous voulez, vous pouvez aller au charbonnage, à Waterskei. J'ai dit non. Après, on n'avait plus d'argent, on a été directement à la police. Maintenant, tu fais ça, ils t'expulsent direct. Ils nous ont envoyés à la commune et on a reçu des cartes d'identité. On est arrivé rue du Boulet, et puis rue de l'Escalier, et il y avait plein de Méditerranéens. Après, il y a quelqu'un qui sort d'un bureau, il dit « Il y a quelqu'un qui parle français ?» J'ai levé timidement la main, et il n'y avait que moi. Il me dit « Où est-ce que tu veux travailler ?» Et moi, comme un naïf, j'ai dit « À l'usine », parce que je croyais que l'usine s'était poussée sur un bouton. J'arrive à Henrico et je dis « Où est-ce qu'il est, le bouton ?» Avant, c'était moins difficile de s'intégrer. Il y avait les Italiens, on les traitait de macaroni, et nous, on nous laissait tranquilles. Mais après, les Italiens sont rentrés dans le rang, et puis c'était les Marocains. Les Italiens étaient échangés contre du charbon. Un Italien vaut autant de charbon par mois. Les publicités disaient « Vous avez la même culture que nous, vous avez plein d'avantages, et vous aurez une femme blanche. Tu vas en Hollande, t'as un appartement, t'as une dame blanche, t'as une vache à lait. » On pensait qu'on allait travailler 6 mois pour récupérer un peu, et puis on n'a jamais récupéré. Qui frappait à la porte de votre maison d'enfance? Comment y était-on accueilli? Est-ce qu'on y faisait la fête? La quête de la droguerie. T'as le pont, t'as l'avenue, t'as la brasserie, t'as une rue qui continue, une petite rue qu'on appelle rue je sais plus quoi. Et là, ça tourne un tout petit peu, et ici, t'avais autrefois une pompe à essence. Eh bien, c'était là. Mon père, il est arrivé à Bruxelles après la guerre, quand on a engagé 7000 fonctionnaires d'un coup parce qu'il fallait remettre toute l'administration sur pied. Et ma mère a cherché un logement, et ce qu'elle a trouvé, c'était ce magasin. Et finalement, elle a été droguiste pendant 40 ans. À l'étage de l'arrière-maison, mon père avait aménagé un pigeonnier. Il venait des Ardennes, alors l'idée d'être en ville. Et quand il rentrait du ministère, il allait soigner les pigeons. Et le dimanche, on les bouffait. Et ils allaient, ils venaient, les pigeons, ils faisaient leur vie de pigeon. Et il n'y a rien de plus laid qu'un pigeon qui vient de naître. Hein.
On dirait des petits squelettes transparents comme ça, avec des gros yeux, et on en tuait 5 ou 6 tous les samedis qu'on bouffait le lendemain. Il y avait un bio et une serpette, et le dimanche, il y avait une odeur délicieuse dans la maison, c'était des pigeons qui cuisaient. C'était savoureux, c'était une chair noire, et j'ai l'odeur, parce que je leur apportais des graines que j'allais chercher dans la grainerie, et après le déménagement, on est passé des pigeons au poulet, et avec invariablement de la salade en été, des champignons en hiver, parce que mon père, il savait faire que ça. On a quitté la vieille maison quand j'avais 6 ans, et on a déménagé dans la nouvelle droguerie qui était à 600 mètres de là, et moderne, avec la salle de bain et tout le tralala. Mon père, il refusait toute innovation, systématiquement, et ma mère, elle était favorable, systématiquement. Elle avait son commerce, elle gagnait mieux sa vie que lui, mais elle avait besoin de sa permission pour ouvrir un compte en banque. Et ça, elle avait besoin de sa signature, et ça la vexait. Mon père a consenti pour la salle de bain, mais il a dit qu'il mettrait jamais un pied, et il n'y a jamais mis un pied. Non mais c'était les années 60, les couleurs flashy, et on a peint toute cette droguerie dans 2 couleurs, jaune flashy et bleu roi, parce que tous les gens du quartier, c'était des supporters de Lyon-Saint-Gilloise. Et quand on a inauguré ce magasin, les gens ils venaient voir tellement c'était spectaculaire. En fait, c'était moderne, un mur bleu avec des rayonnages jaunes, un mur jaune avec des rayonnages bleus, et franchement, c'était spectaculaire. Ma mère, elle faisait tourner tout ce bazar toute seule, 6 jours et demi par semaine. Et quand on se levait, elle était déjà au comptoir. C'était embouteillé en permanence. On vivait dans une espèce de frénésie. On stockait au grenier, à la cave, à l'arrière-cour, des touris de 100 litres de caligène, de white spirit. C'était une bombe, cette maison. Certains livreurs, ils allaient à la cave, d'autres, ils emboutteillaient dans le magasin. Mon père, il réassortissait les rayons. Et nous, on trimballait des trucs. Et l'odeur de cette cave, on n'arrêtait pas de monter, de descendre, d'aller chercher des sacs de charbon. Ma mère, elle a transporté des milliers et des milliers de sacs de charbon. Et on vendait du pétrole, il y avait de la peinture, tout ça, mélangé avec cette odeur de moisi. Elle faisait de la parfumerie aussi. 4000 articles. Elle connaissait tous les prix par cœur. Rien n'était étiqueté. Quand mon père il était à l'hôpital, j'ai dû garder le magasin et je disais revenez payer quand elle est là parce que moi les prix, les gens ils venaient téléphoner chez nous. Alors elle faisait assistante sociale en plus. Elle mangeait toujours comme ça, sur une fesse. Toujours prête à bondir à n'importe quel coup de sonnette. Et elle reconnaissait tous les coups de sonnette. Elle savait qui entrait. La rue, c'était un café, une mercerie, une épicerie, et la boucherie, et puis nous. Ouais, c'est ça. Il y avait le glacier, le cordonnier, le photographe. On était tout le temps dans la rue. Et les grands s'occupaient des petits. On s'était élevés tout seuls, c'était des maisons ouvertes, c'était dedans, dehors. Et à la maison, tout était mélangé. On faisait nos devoirs sur un coin de la table pendant qu'on faisait le souper. Et puis il y avait les coups de sonnette. Il y avait beaucoup plus de vie dans ce magasin qu'à l'école. Il n'y avait pas d'heure pour fermer. Jusqu'au jour où ma mère a dit « on ferme à 8 heures ». Mon père faisait la vaisselle à 10 heures du soir après le film. Ma mère, elle faisait les comptes, les factures, le repassage. Elle était partout, au comptoir, à la cuisine. Elle s'arrêtait jamais, avec un œil sur la télé. Et puis un jour, je suis tombé dans une bouche d'égout. Et j'avais un pied dans la rigole, un pied dans le trottoir. J'avais glissé, je saignais. Et je rentrais en pleurant dans le magasin. Et ma mère, elle m'a dit « va derrière, j'arrive ». Et je pleurais, je disais « je vais mourir ici, je perds tout mon sang ». Il y avait plein d'adultes dans le magasin. Et moi, j'étais toute seule à agoniser sur ma chaise. Et on allait chercher de la levure à la brasserie. On savait quand ils brassaient, à quelle heure. Quand ils apportaient le houblon, ça durait 2-3 jours, cette odeur. Ça prenait un peu à la gorge. Et t'avais Wilmans qui était bourgmestre. Bah oui, il venait plastronner, au fait. Tous les gens du quartier travaillaient pour lui. Il était propriétaire des cafés, il accordait des licences, il contrôlait tout, notre bon maître. Et j'étais tout le temps là, j'écoutais beaucoup, et on s'occupait pas de moi. On voyait que j'étais là. Derrière le comptoir, à 5 ans, on voit pas grand-chose. On perçoit les odeurs, on entend les voix. J'écoutais les conversations. Tu comprends pas tout, évidemment. Tu entends des tas de choses que tu devrais pas entendre. Et petit à petit, des trucs se mettent en place. C'est quoi ce temps, dis ?
La femme de Marcel est à Saint-Pierre. Elle est tombée dans l'escalier. Ouais, on sait bien ce que ça veut dire. Sonnette. Tiens, t'as des nouvelles du petit Jeff? Celui qui est parti au Congo? Ah oui, mais moi un petit peu de pétrolane. Sonnette. La fille d'Yvonne est enceinte. Évidemment, de lui, qu'est-ce que tu crois? Je vais remettre des hortensias cette année. Sonnerie de téléphone. Droguerie, parfumerie, bonjour. Madame de Grève? Oui, elle est cliente ici, oui. Pour son papier de pension? Bon, écoutez, je vais envoyer la petite parce qu'elle a du mal à bouger ces jours-ci. Au revoir, monsieur, au revoir. C'est à qui? Oh, Denise, comment ça va avec le nouveau frigo? Oh, j'ai des nouveaux voisins, ils sont bizarres. C'est un Anglais, il passe ses journées à rien faire. T'as encore des grandes bouteilles d'Ajax? C'est parce qu'il est en traitement. Les grandes bouteilles d'Ajax, elles arrivent cet après-midi. Je t'en mets une petite en attendant. Retraite-moi mon œil. Non, ça va comme ça, je repasserai. Scandaleux, hein? C'est jeune, la vie devant soi et ça passe sa journée au soleil. Sonnette. T'as écouté la radio hier? Le roi va quand même pas laisser faire ça. Sonnette. Oh, tu regardes un peu comme ça tombe, et Lucien qui est parti en ville avec mon parapluie. Il avait l'air malin avec ses motifs à fleurs au-dessus de sa tête. Dis, t'as une minute là? Sonnette. Elle a marié un Parisien. Oh là là. Ouais, ça va pas avoir facile, hein? Qu'est-ce que tu veux, l'amour, on choisit pas, hein? Oh, on choisit pas. Le mariage, c'est quand même d'abord une affaire d'arrangement. Faut pas mêler les sentiments avec ça. Sonnette. 3-0 contre Watersky. Ouais, sur leur terrain en plus. Hein. Ah, c'est depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Hein. Et le gamin, ça va? Oh, il va mieux, mais ils ont eu peur. Sonnette. Tu sais ce qu'on dit du petit Jacqueline? Silence. Regarde sur la porte. Elle baisse la voix, elle s'approche du comptoir. Tu vois mieux sa figure avec les lèvres roses tout en rond. Tu sens l'odeur du fond de teint. On dit que c'est pas le petit Raymond. Sonnette. Sonnette. Elle est pas belle, ma vitrine, là, hein? Oui, c'est la gamine qui a fait ça. Elle aime bien, ouais. Tant qu'elle peut chipoter avec sa main, celle-là. Dis, t'as vu au journal parler, ils vont faire venir de la main-d'œuvre d'Afrique. Mais où est-ce qu'on va les mettre, ces gens? Bah, comme nous, dans des maisons. Et à propos de maison, tu sais pas la dernière du Gros Louis? Dis, ma puce, t'irais prévenir Madame de Grève que ses papiers sont arrivés. Et on ne connaîtra pas la dernière du Gros Louis parce que je suis déjà dans la rue. Et tu reviens à temps pour l'école, hein, qu'on doit te chercher partout. Ouh. Et au coin de la rue, il y a le tram. Au bout du tram 14, les tabliers en satin qu'on achète rue Haute, les beaux habits 1 ou 2 fois par an, et les illuminations de Noël à la Grand Place. Et à table, les feuilletons à la radio. 2848e épisode de La Famille du Raton. On se souvient même plus quand ça avait commencé. Parfois, on mangeait quand c'était le journal parlé. Et une fois, mon père, il a tapé sur la table, il a débranché la radio, il a mis la radio à la cave parce qu'on l'écoutait pas. Ce qui fait que la radio, eh ben, elle était punie à la cave. J'ai dû bagarrer pour avoir mon premier jean. Quelle histoire. Une fille en pantalon. Et puis mon frère, il a eu son premier disque. Il a toujours eu tout le premier. La première voiture, le premier tourne-disque, la première petite amie. Toujours est-il que là, c'était Johnny. La chanson s'appelait 80 000 baisers. Et ma marraine disait « Ce sont les cris de l'enfer !» Elle a pris le disque, de rage, elle le casse en 3 morceaux sur ses genoux. Et puis, elle prend son porte-monnaie, elle lui rend l'équivalent de son argent. Et lui aussi, ça qui prend l'argent, il va acheter le même disque dans la rue un peu plus loin. Il le remet. Et je t'ai donné 80 000 baisers. Le dimanche, j'avais mes livres. Si j'avais pas eu ces longs dimanches à tourner en rond, j'aurais jamais découvert la lecture. Et cette rêverie, ce moment où tu penses à rien de spécial, tu restes des heures, comme ça. Et vous? Est-ce que vous rêvez à votre maison d'enfance? Est-ce que parfois vous lui redonnez vie? Est-ce que vous dites ce qui est perdu? Quand on dit qu'une chose a disparu, c'est qu'elle est encore là. Est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver face à l'enfant que vous étiez? Au détour d'une rue, sur le palier d'une maison, ou au fond d'un jardin? Si ça arrivait, qu'est-ce que vous lui diriez? Merci. Merci. Merci.